« 58 députés nationaux ont signé une motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, pour son inaction, d'après eux. Mais la plénière pouvant statuer sur cette motion n'a pas encore eu lieu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque exactement ? Et certaines autorités morales de l'Union sacrée ont même désapprouvé la démarche de cette motion. Eh bien, un sujet qui continue de faire la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Eh bien, pour en parler, je reçois sur ce plateau pour vous, madame, monsieur Bélard Mbouyi. Il est journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Kalonji. Alors, avec vous, j'aimerais qu'on aborde un peu ce sujet qui défraie quand même la chronique. On a vu qu'il y a un groupe des élus nationaux qui ont initié une motion de défiance visant le ministre des Infrastructures. Ils ont étalé un certain nombre de griefs qui pèsent sur lui, qu'ils ont formulés à son égard. Mais jusque-là, il n'y a pas de plénière sur cette motion. Et qu'est-ce qui peut expliquer le comportement des différentes autorités morales qui sont à la tête des différents regroupements politiques et partis politiques qui composent l'Union sacrée? Qu'est-ce qui fait expliquer le fait qu'ils désapprouvent cette démarche? Eh bien, disons d'abord que dans une démocratie normale, le respect des textes, certes, mais aussi le respect des codes et usages doivent être de rigueur. Il faut donc qu'on puisse avoir une démocratie de qualité. Pour le cas qui nous concerne, rappelons qu'il y avait eu 3 ministres qui étaient interpellés au même moment à l'Assemblée nationale. Il y avait le ministre Kizito Paka Bomba des Mines, il y avait le ministre du Plan, M. Guilé Nyembo, et il y avait le ministre Guizarro Alexis des Infrastructures. Exactement. Voilà. Tous les 3 avaient été entendus et par la suite, il y a eu des recommandations adoptées par l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale explique que lorsque une interpellation donne lieu à des recommandations, ces dernières font l'objet d'un rapport approuvé par l'Assemblée nationale et qui est transmis par le bureau de l'Assemblée selon les cas, soit au président de la République, soit au Premier ministre, soit au ministre concerné lui-même. Voilà ce qui avait été fait. Alors, à la surprise générale, un groupe de députés ont choisi de transformer la motion, l'interpellation du seul ministre des Infrastructures en motion de défiance. Est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire? Oui. Sur le plan légal, purement des textes, oui. Mais il n'y a pas que les textes dans le cas qui nous concerne. Nous sommes en démocratie, ici, démocratie parlementaire. Les députés ont plusieurs outils entre leurs mains pour pouvoir contrôler le gouvernement. Il y a les interpellations, la question orale, la question écrite, les motions de défiance, ainsi de suite. Voilà. Mais sur le plan politique, il faut comprendre la portée de la motion. La motion, c'est l'outil par excellence dont dispose l'opposition pour contester la politique qui est conduite par le gouvernement en place. Pour les cas échéants, il ne s'agit pas de l'opposition, mais de députés de la majorité. Vous imaginez des députés de la majorité qui sont en train de contester la politique conduite par le gouvernement de leur propre majorité. Ça, c'est un cas unique dans l'histoire de la démocratie dans le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents d'une manière ou d'une autre des résultats du gouvernement jusqu'à ce jour. Et lorsqu'on pointe un ministre comme ça, ils sont contents. Mais non, nous ne le sommes pas emportés par les émotions. Il faut quand même que le cadre politique puisse être respecté. Si les députés de la majorité décident de contester eux-mêmes la politique de leur propre gouvernement, que fait l'opposition dans ces conditions? Vous trouvez qu'il y a incohérence dans leur démarche? Il y a une totale incohérence, d'autant plus
aucun groupe parlementaire, c'est d'abord par ce canal-là que s'expriment les différents courants représentant l'Assemblée nationale, aucun groupe parlementaire ne s'est réuni pour décider de pouvoir sanctionner un ministre en fonction. Mais M. Bellard, que devient le contrôle parlementaire dans tout ça? Que devient le contrôle parlementaire? Justement, ce qui s'est passé, c'est justement le contrôle parlementaire. Il y a eu l'interpellation de ces 3 ministres. Ils sont venus, se sont exprimés. L'Assemblée nationale a décidé de faire des recommandations au gouvernement pour essayer, tant soit peu, d'améliorer leur rendement. Mais un contrôle parlementaire peut aboutir aussi à une motion. Tout à fait, mais c'est là que j'essaie d'expliquer. Vous savez quoi? Nous sommes dans un cadre démocratique. Nous partons aux élections. Il y a les candidats à la présidentielle qui sont en fait les chefs de file des différents courants politiques en compétition. Nous avons M. Moïse Katumbi pour le groupe Ensemble et avec tous ses alliés. Nous avons Félix Tshisekedi pour le groupe UDPS avec tous ses alliés que nous appelons Union Sacrée et quelques autres aussi. Alors, le peuple décide de confier d'abord la présidence du pays à l'un de ses candidats. Ça a été le cas du président Félix Tshisekedi aux dernières élections de décembre 2023. Et en même temps qu'on l'élisait président de la République, le peuple lui confie également la majorité parlementaire afin de lui permettre de pouvoir mettre en œuvre son programme. Alors, le président de la République met en place un gouvernement qui est conduit par Madame la Première ministre Judith Suminwa, au sein duquel il y a plusieurs ministres qui conduisent chacun l'action du président de la République dans le secteur qu'on leur a confié. Oui. Vous comprenez? Alors, c'est le président de la République qui dirige tout cet ensemble parce que c'est lui qui préside le Conseil des ministres. C'est lui qui sait donc évaluer chacun de ces ministres en fonction des tâches qu'il lui a confiées. Chaque vendredi, il est avec eux au Conseil des ministres. Est-ce que pour le cas du ministre des Infrastructures... Il est important d'abord que je dise un petit mot. Allez-y. Donc, le président de la République, quand il constate qu'un ministre n'a pas bien fonctionné, il n'a pas bien rendu à réaliser la tâche qui lui a été confiée, qu'est-ce qu'il fait? Il remanie le gouvernement. C'est à ça que ça sert. Il lui suffit juste de signer une petite ordonnance et le ministre est remplacé. Alors, tant que le président de la République n'a pas remplacé son propre ministre, c'est-à-dire qu'il lui fait encore confiance, mais des députés qui se revendiquent du président de la République disent en fait au président: Monsieur le Président, vous ne savez pas évaluer vos ministres, c'est nous qui savons mieux les évaluer que vous. Nous décidons d'enlever tel ministre de votre gouvernement à la place du président. Vous pensez que c'est vraiment d'avoir de la considération pour le président de la République? Vous voulez dire par là que le président, pour le cas du ministre Guizaro, le président n'a pas donné son quitus? Le président n'a pas donné son quitus. Si le président était convaincu que ce ministre ne faisait pas un bon rendement, il le remplacerait. Qui peut l'en empêcher? Il a remanié combien de fois? Il ne veut que remanier. Alors, les députés issus de la majorité ne peuvent pas contester la politique, l'action du président de la République à travers un de ses ministres. Cela n'a aucun sens, vous imaginez. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Au jour d'aujourd'hui, la France, qui est un pays avec lequel nous avons une constitution plus ou moins semblable, avec le même régime semi-présidentiel. Oui. La France aujourd'hui est dans une situation très difficile où vous avez à l'Assemblée nationale 3 forces politiques presque équivalentes. Donc vous avez le bloc central avec le parti Ensemble de Macron, avec les Républicains qui étaient dirigés par Nicolas Sarkozy dans les années passées, qui sont autour de 33% à peu près. Vous avez le groupe du Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui sont très remontés, qui veulent faire tomber le gouvernement, qui sont autour de 33% à peu près aussi. Et vous avez enfin le Rassemblement national, le parti d'extrême droite de Mme Marine Le Pen, qui sont à peu près équivalents également. Alors, le gouvernement actuel de France tient pourquoi? Parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il tient parce que le groupe d'extrême droite de Mme Marine Le Pen s'abstient chaque fois qu'il y a une motion pour le faire tomber. Il préfère qu'il continue à le faire. Comme il ne veut pas le soutenir, mais il s'abstient. Quand les gens de gauche font une motion, Marine Le Pen s'abstient. Mais il a prévenu que si dans le budget qui vient, on veut augmenter les impôts sur les classes moyennes, elle va voter la censure. Alors imaginez dans ce contexte que ce soit un député d'ensemble de Macron ou de LR qui a donné le Premier ministre, qui s'oppose à la qui a opposé à un membre du gouvernement de son propre camp,
comment il serait traité en France? On va le prendre pour un détraqué mental. Mais Monsieur Bélard, il y a quand même le mandat du peuple, parce que ces élus qui ont initié cette motion ont un mandat du peuple. Si leurs électeurs estiment que, au regard de la situation à travers le pays, les routes ne sont pas construites, leur demande de viser ce ministre à travers une motion de défiance comme ils en ont le pouvoir, que peuvent-ils faire? En ce moment-là, l'appartenance à la famille politique et le mandat du peuple, qu'est-ce qui doit prévaloir? N'oublions pas une chose, il y a toujours la politique qui intervient. Ces députés ont été élus pour la plupart avec les photos de Félix Tshisekedi sur les tricots, sur leurs affiches, n'est-ce pas? Beaucoup ont été élus parce qu'ils se sont présentés comme étant politiquement affiliés à Félix Tshisekedi. Donc ce sont des gens qui se sont engagés aussi auprès du peuple d'aller soutenir la politique et l'action du président Tshisekedi. Une fois élus au Parlement, voyez-vous. Et une fois arrivés, ils initient des motions, c'est-à-dire ils appliquent les outils politiques qui permettent de contester la politique du gouvernement de Tshisekedi qui est appliquée. Cela n'a pas de sens. Je vais un peu faire une petite digression pour expliquer un peu à ceux qui nous suivent la différence entre le légal et le politique. Vous voyez, on doit en tenir compte dans le fonctionnement d'un pays. Il ne suffit pas de dire voilà, c'est écrit. C'est vrai, il est écrit que le député peut initier une motion. On ne va pas nous écrire dans la Constitution que c'est réservé uniquement aux gens de l'opposition. Non, on suppose que le bon sens vous permet vous-même de comprendre certaines choses. Vous savez, les grands peuples dans le monde parfois peuvent ne pas avoir d'écrit. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. Mais il fonctionne. Imaginez que c'était chez nous, ce serait quelle pagaille. Ils n'ont pas de constitution écrite, mais ils fonctionnent. Donc, ce que je voulais donner en termes de petite digression, c'est quoi? Regardez notre pays à l'aube de son indépendance. Nous avions comme constitution ce qu'on appelait la loi fondamentale. Je crois que l'article 22 disait le président de la République peut nommer et révoquer le Premier ministre. C'était écrit. Voyez-vous? Mais là d'où on a copié ça de la Belgique, parce que nous étions une colonie belge, on s'est inspiré de la constitution de Belgique. Là d'où on avait copié ça, où le roi peut nommer et révoquer son gouvernement, on peut poser la question, quel jour on a vu le roi des Belges révoquer son Premier ministre? Quel jour on l'a vu faire ça? Il ne peut le faire que lorsque le Premier ministre lui-même estime qu'il manque de majorité, il ne peut plus mener son action à terme, il va présenter sa démission et c'est là que le roi peut le révoquer. Et ça, ce n'est pas écrit dans la Constitution, ça tient du bon sens tout simplement. Alors chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? À peine 3 mois après l'indépendance, le président de la République a utilisé cet article-là pour dire, voilà, c'est mon devoir constitutionnel, moi je révoque le Premier ministre. Or, le Premier ministre avait la majorité dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui en est résulté? On est tombé dans une crise dont on arrive à sortir à peine aujourd'hui. Vous imaginez? Donc ça veut dire quoi? C'est pas parce que quelque chose est écrit, il faut savoir aussi le bon sens qui vous guide, qui vous permet de comprendre politiquement la portée de l'action que vous allez mener. C'est cela qui est important. Contester la politique qui est conduite par le gouvernement, c'est le rôle de l'opposition. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces élus? Parce qu'il y en a parmi eux qui se sont exprimés pour contester le fait que certaines autorités morales aient désapprouvé cette démarche. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Parce qu'eux, ils diront par exemple qu'on en a le droit, bien effectivement. Oui, justement, vous rappelez même, il n'y a pas très longtemps, quand le président Kabila était au pouvoir, je crois que les choses fonctionnaient plus ou moins avec des normes. Vous savez, de 2006 à 2011, le MLC était le plus grand parti de l'opposition, avec quelques autres qui l'accompagnaient. C'était eux qui faisaient des motions contre le gouvernement, et le gouvernement, les députés de la majorité se défendaient. C'est ça le principe dans une démocratie normale. De 2011 à 2018, c'était l'UDPS qui était le plus grand groupe de l'opposition, même si le parti ne reconnaissait pas ses députés, mais ces députés-là, sous le commandement de Sabin Badibanga, c'était vraiment démené pour jouer le rôle d'opposant au niveau de l'Assemblée nationale. On se souvient de la grande motion initiée par Sabin Badibanga contre le ministre des Finances de l'époque, M. Kitebi. Vous imaginez, Aubin Minaku avait tout fait pour empêcher le vote de cette motion-là, ainsi de suite. Donc ça suivait quand même un peu les normes. Aujourd'hui, on ne doit pas voir des gens qui
Au niveau des militants, ils jouent et le pouvoir et l'opposition. Au niveau du Parlement, ils veulent jouer aussi et le pouvoir et l'opposition. Finalement, ça veut dire quoi? Mais quand ça ne marche pas, ils doivent fermer les yeux. Non, par justement. Exemple. Ils ont à leur disposition plusieurs moyens de contrôle. Je ne vous coupe pas la parole. Oui. La rationalité voudrait que, quand ça ne marche pas, ils ne ferment pas les yeux. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je suis sur le plan de principe. Voyez-vous, ils ont plusieurs moyens à leur disposition pour interpeller le gouvernement. Parce que les députés de la majorité, quel est leur objectif? C'est que ça marche bien. Parce qu'ils seront jugés par leur peuple, leurs électeurs, dans la mesure où c'est la majorité qui gouverne le pays. Très bien. Alors, ils ont plusieurs moyens, plusieurs outils à leur disposition. Ça veut dire qu'ils ont les questions écrites, ils ont les questions orales, ils ont les interpellations, comme ce qui s'est passé là. Après ces interpellations, cela a donné lieu à des recommandations. C'est-à-dire qu'ils ont voulu demander au président, au gouvernement, d'améliorer son rendement dans les 3 matières qui faisaient l'objet de l'interpellation. Ça veut dire les mines pour Kizito, les infrastructures pour Guissaro et le plan pour Guilé-Niembo, voyez-vous. Bon, mais c'est très important. Maintenant, ils vont voir comment cela va se passer. Mais passer directement à une motion, la motion, c'est vraiment pour contester la politique qui est mise en action. Imaginons que demain, les députés de l'ensemble, comme Christian Mwando, nous le voyons très fougueux à l'Assemblée nationale pour contester ce qui se fait au niveau du gouvernement. Vous vous trouvez dans une émission comme la vôtre, en un débat, Christian Mwando de l'Assemblée nationale là-bas, un député de l'UDPS ici qui a signé la motion contre son propre ministre. Christian Mwando dit effectivement, le président Tshisekedi ne travaille pas bien, regardez nos routes, regardez ceci, cela. Et le député de l'UDPS va donc appuyer Christian Mwando. C'est pas cohérent. C'est de ça que je parle déjà. Avant même de passer sur le plan du fond, sur le plan de la forme, il n'y a aucune cohérence. Ça ne se fait pas. Vous savez, j'ai discuté avec un ami journaliste, je l'ai mis au défi. Trouvez-moi un seul exemple. Nous ne sommes pas les inventeurs de la démocratie parlementaire. Trouvez-moi un seul exemple dans les pays démocratiques qui ont un système plus ou moins semblable au nôtre. Trouvez-moi un seul exemple où vous avez vu des députés d'une majorité initier des motions contre des ministres de leur propre majorité. Prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Même dans les régimes présidentiels comme les États-Unis, vous ne trouverez pas un républicain qui va initier des motions contre Donald Trump ou un démocrate qui va s'attaquer au ministre de Joe Biden. Vous ne trouverez pas. Pourquoi vous voulez que nous soyons un pays toujours singulier dans tout ce que nous faisons? Vous avez raison, mais pourquoi il n'y a pas plénière jusque-là? Pourquoi? Non, si je me fie à ce que le bureau de l'Assemblée a expliqué, vu l'heure tardive d'adoption, de présentation de cette motion-là, le jour où une plénière est allée vraiment au-delà, le bureau était déjà fermé. Juste après ça, le gouvernement s'est transposé à Kalemi, où le chef de l'État a tenu une réunion de gouverneurs, suivie certainement aujourd'hui par un conseil des ministres sur place. Donc, le ministre doit être saisi d'abord, avant qu'il puisse y avoir la plénière. Donc, il faudrait attendre que le ministre soit de retour, qu'on puisse le saisir officiellement, et puis il y a le délai de 72 heures pour voir comment il peut pouvoir se présenter. Mais quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de la gestion des infrastructures par ce ministre? Bon, voilà, il y a le fait que certaines personnes pensent que le ministre des Infrastructures ou le ministère des Infrastructures gère des fonds avec lesquels il doit travailler pour résoudre les problèmes qui se posent en matière d'infrastructure. Non, le ministre des Infrastructures ne gère pas les fonds. Aucun ministère ne gère les fonds, à part le ministère des Finances, voyez-vous. Donc le ministre des Infrastructures, à son niveau, ce qu'on lui demande, c'est quoi? C'est de faire la programmation, faire des programmes d'amélioration ou de construction des infrastructures. Après, il choisit, il sélectionne, après appel d'offres, les sociétés prestataires auxquelles vont être confiés le travail sur terrain. Et une fois que ces sociétés ont été choisies, il fait la demande de fonds au ministère du Budget qui programme, puis on voit aux finances, qui va ordonnancer jusqu'à la Banque centrale, qui va faire la liquidation, le paiement, et puis les sociétés peuvent commencer à travailler. Et le ministère des Infrastructures, en tant que maître d'ouvrage, va essayer de suivre sur le terrain pour voir
comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Voilà. Donc, dans un pays où nous avons voté, je crois, à 2 reprises, le budget à 16 milliards. Mais dans l'exécution, dans la réalisation, nous n'arrivons pas à 16 milliards. Nous arrivons à peine à 10 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie d'engagement du gouvernement d'autour de 4 milliards qui ne seront pas tenus, qui n'auront pas de financement. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans ces conditions-là, il y a une partie qui était prévue pour l'enseignement qui ne sera pas financée, et une partie qui était prévue pour les infrastructures qui va aussi manquer de financement, une partie qui était prévue pour l'urbanisme, ainsi de suite. Donc chacun va perdre quelque chose. Vous comprenez? Étant donné que nous sommes un pays en guerre en plus, la défense est prioritaire, donc on doit plus prioriser donc la défense. Ça fait que certains programmes évolue lentement. Lentement, parce que le budget ne suit pas. C'est ça le problème. Mais il y a aussi des choses qui avancent et qui peuvent être saluées. Si vous regardez, par exemple, nous avons repris le jeu de la francophonie quand le Canada s'est désisté. Et en un temps record, nous avons mis en place une admirable infrastructure pour pouvoir organiser ces jeux. Je crois que tous les Congolais en ont été fiers. Aujourd'hui, ça permet l'organisation de la CAN Handball. La CAN Handball ici au Congo. Regardez tous les stadiums qui ont été construits au niveau du stade. C'était sous Alexis Guizarro? C'était sous Alexis Guizarro. Donc vous voyez, tout ça avec tout l'hébergement à l'université de Kinshasa et tout le village olympique. Donc vous imaginez, c'est quand même des choses qui ont été vraiment admirablement faites. Vous imaginez, je vais vous donner d'autres exemples, moi qui suis du Kasaï par exemple. Aujourd'hui, c'est sous Guissaro qu'on construit la route qui va de Chikapa vers Kananga. On a fait déjà de Chikapa jusqu'à Kamoucha, 87 km. C'est du bitume, c'est vraiment bitumé, c'est une très belle route. Il reste maintenant de Kamoucha pour arriver jusqu'à Kananga. Ça fait 182 km qui restent à être construites. Je crois que c'est des choses, beaucoup de gens pensent que c'est des choses qui se font par elles-mêmes. Non, ça se fait par elles-mêmes. Que répondez-vous à ceux qui disent que le ministre Guizarro est un protégé? Il est protégé par qui et pourquoi on le protège? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça? Ça se dit dans l'opinion. Non, écoutez, ce sont des jugements de valeur sur lesquels je ne veux pas me prononcer. Dire que quelqu'un est protégé, dire quoi? Ministre, dans un système comme le nôtre, parce que nous tenons, je le répète encore un peu, de la France, sont nommés au gouvernement généralement des personnes qui ont la légitimité politique. Ça veut dire qui sont passés par le suffrage universel direct. Ça veut dire qui ont été élus par le peuple comme députés. Monsieur Alexis Guissaro est député de l'UDPS du territoire d'Ouvira. Avec l'expérience qu'il a, la formation intellectuelle qu'il a, master en sciences économiques de Louvain, avec l'expérience qu'il a par le passé, les députés ou le même ministre, c'est tout à fait normal. Ce ministre, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé comme un cheveu dans la soupe. Il n'est pas protégé, c'est faux, c'est des histoires. Protégé par qui et pourquoi, je ne sais pas. Tous les ministres doivent être protégés, ils ont des gardes, non, à la maison, je suppose. Alors, voilà qui met fin à cette émission. Je vais vous redonner la parole si vous avez un dernier mot à dire. Oui, le dernier mot que j'ai à dire, c'est qu'on remarquera quand les groupes parlementaires, à commencer par le groupe parlementaire de l'UDPS elle-même, au niveau de l'Assemblée nationale, a tenu une réunion pour dénoncer 8 de ses membres qui ont signé cette motion contre le ministre Guissaro et apporter son soutien. C'est sur une discipline, hein? Oui, c'est une discipline grave qui se rapproche même de la rébellion. Donc, le propre groupe parlementaire de l'UDPS a tenu une réunion pour dénoncer ces gens-là et apporter son soutien à son ministre. Je crois que ça tient vraiment de la démocratie. Si nous voulons vraiment une vraie démocratie, remarquez que même le groupe d'opposition ensemble, qui est mieux chargé pour contester le gouvernement, s'est tenu à l'écart. Il n'a pas voulu se mêler à cette histoire-là. Ils ont dit, faites vos histoires, c'est comme dirait que c'est remené à donc ça ne donne pas une bonne image qu'au sein de la majorité, on puisse faire des choses comme ça. J'ai parlé de mener, quelque chose m'est revenu en tête. C'est soit Alexis Guissaro qu'on est en train de construire aujourd'hui, depuis très longtemps, la route qui va de Bukavu jusqu'à Kamanyola, sur la route d'Ouvira. Moi, j'étais encore adolescent quand Papa Wemba est allé se produire à Ouvira. Et à son retour, il a connu un accident. Et il a été brûlé dans le véhicule. Bon, voilà. Okay. Il a dû être hospitalisé ici, aux cliniques Ngaliema. Alors, il a fait une chanson qui s'appelle Bukavu Dawa.
Je me souviens d'une partie de cette chanson, il disait Ekomaki biso goma tokoti Rwanda non, il dit Ekomaki biso goma toke Bukavu. Alors pour aller de Bukavu jusqu'à Kamanyola, il dit tokoti Rwanda ti Bukavu. Tu comprends ça? Donc pour aller, ça veut dire quoi? Quelque chose que les gens de Sud-Kivu connaissent très bien. Pour aller dans de bonnes conditions de Bukavu à Uvira, on doit passer par le Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, vous imaginez ça? On doit passer par le Rwanda. Pourquoi pas notre route à nous, nationale, est dans très mauvaises conditions. Oui. Or, depuis l'époque où on a fait la chanson Bukavu d'or, nous sommes en 1983. Jusqu'aujourd'hui, nous passons toujours par le Rwanda. C'est pour la première fois qu'un ministre des Infrastructures se dit essayons d'arranger cette route pour que nous ne puissions plus dépendre du Rwanda, qu'on puisse faire nous-mêmes sur notre propre territoire, de Bukavu jusqu'à Uvira. Les travaux évoluent. Les travaux évoluent parfaitement bien. En tout cas, tous les amis qui vous peuvent en témoigner. Monsieur Bélard Mbouyi, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et merci pour toutes ces belles analyses. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour la deuxième fois que je passe à cette émission qui, franchement, fait son chemin dans le landerneau médiatique congolais. Merci beaucoup. Voilà qui met fin totalement à cette émission, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi.